Bonsoir et bienvenue. Merci à tous d'être venus ce soir pour notre seconde Underground Session de l'année 2018 sur le thème mode au masculin. Je suis Manon, Community Manager chez Appirir France. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, Appirir, c'est une plateforme de location, de showroom, de boutiques éphémères et d'espaces de courte durée à Paris, Londres, New York et bientôt Los Angeles. Chaque mois, nous permettons à des marques, des entrepreneurs de trouver l'espace idéal pour donner vie à leurs idées. Parce que nous aimons mettre en avant les bonnes idées, nous organisons plusieurs fois par an des Underground Sessions, des débats intimistes rassemblant un panel d'experts autour d'une thématique liée à la mode, au retail et à l'entrepreneuriat. Ce soir, je suis ravie d'accueillir North Hill, Maison Château Rouge et Tiller avec Ziad Dubois, Michael Frigit, Youssouf Fofana et Jeff Tiller. Ziad et Michael, vous avez fondé North Hill en 2014 avec Christophe Van Watermeulen, qui est dans la salle. Une marque urbaine pour hommes inspirée par la culture et l'histoire du quartier de Montmartre, où vous avez installé votre showroom. Vous vous êtes lancé dans la mode un petit peu par hasard, puisque certains d'entre vous étaient étudiants quand l'aventure a commencé. Michael, à la base, tu avais un blog musical qui s'appelle Feel Good Collective avec Christophe et vous aviez lancé une première marque de vêtements pour promouvoir ce blog. Par la suite, il y a la rencontre avec Ziad et l'idée de créer une marque plus structurée avec une plus grande ambition voit le jour. Vous proposez une nouvelle collection 2 fois par an, printemps, été, automne, hiver, que vous vendez principalement sur votre e-shop chez Isakin à Citadium, à Granit à Montpellier et dans quelques boutiques en Allemagne et aux Pays-Bas. Youssouf, tu as fondé avec ton frère Mamadou Maison Château Rouge en 2015, une marque lifestyle inspirée de l'héritage africain. Maison Château Rouge s'appuie sur des valeurs fortes axées sur la responsabilité sociale et économique, puisque tu as fondé cette marque dans le cadre d'un projet associatif, Les Oiseaux Migrateurs, qui soutient le développement des petites et moyennes entreprises africaines. Comme son nom l'indique, ta marque a été imaginée dans le 18e, et revisite l'habit traditionnel africain avec une touche urbaine, une touche street. Tu as plusieurs collections à ton actif, notamment une collection capsule avec Monoprix qui a fait beaucoup de bruit récemment. On peut retrouver tes créations aux Galeries Lafayette, chez Centre Commercial et dans ta propre boutique rue Mira. Jeff, tu as créé Tiller en 2011 autour d'un concept assez particulier et insolite, dealer des t-shirts. Tu as d'abord commencé par créer des t-shirts dans le but de donner une meilleure image de la culture cannabis, que tu as imprimé dans un petit atelier du 11e arrondissement et que tu distribuais dans des pochons. Tu développes par la suite plusieurs collections de vêtements et d'accessoires et ouvres une boutique permanente rue d'Alexandrie dans le Sentier. Tu ne t'arrêtes pas seulement à la mode puisqu'avec ton équipe, tu as créé Tiller Records, ton propre label de musique. Dans un premier temps, j'aimerais vous poser une question très très simple à tous les quatre. J'aimerais connaître vos designers préférés, lesquels vous ont donné envie de lancer votre propre marque et lesquels ont aujourd'hui la plus grande influence sur votre travail. Jeff, si tu veux commencer. Alors moi, pour le coup, je suis pas du tout de la mode à la base. Donc en fait, moi, designer, à la base, pour moi, c'était un terme que je connaissais même pas. Donc j'ai pas été forcément influencé par un designer en particulier, mais par plus une street culture. Enfin, comme je t'expliquais avant, l'histoire de Tiller, c'est un peu particulier parce que on n'est pas des gens de la mode, on sort plus de la com. On cherchait un moyen de communication qui parlait à tout le monde et on est passé par le t-shirt. Donc voilà, on sort pas beaucoup de la mode. Donc il n'y a pas vraiment de designer qui m'a inspiré vraiment. Après, voilà, je suis un peu tout ce qui se fait, mais c'est pas trop notre créneau, quoi. Je crois que je vais avoir la même réponse que toi. Non, c'est un peu la même histoire aussi, dans la mesure où je viens pas non plus de la mode. Et pareil, j'ai découvert ça en lançant ma marque, où j'ai commencé à faire un peu plus de veille et m'enseigner un peu plus sur ce qui se fait. Et à côté de ça, avant ça, je ne connaissais pas du tout de designer. Je connaissais des marques, mais pas de designer. Et là, si je commence à m'y intéresser un peu plus. Après, voilà, c'est toujours très complexe. Après, voilà, il y a Rick Owens qui a un univers quand même qui est bien à lui. Après, voilà, aujourd'hui, en tout cas, je suis capable de comprendre qu'est-ce qu'un univers. Alors qu'autrefois, en fait, lorsque je voyais un défilé ou autre chose, je trouvais que c'était juste bizarre. Alors que là, aujourd'hui, je commence à comprendre et je me dis, OK, il y a un univers, il y a quelque chose. Et là, c'est ce que je commence à voir, en tout cas, avec différents designers.
Mais autrement, j'ai pas de designer pas qui m'inspire, mais j'ai de référence. Pas pour l'instant. J'espère en devenir un, peut-être plus tard. Non, je sais. Michael? Nous, quand on s'est lancé, c'était un peu pareil que les autres. Hein. On n'avait pas de grande idée de designer et tout. Je dirais que plus Kif et Ronnie Fig, ce qu'ils faisaient, c'était ce qui nous inspirait le plus. Et aujourd'hui, personnellement, moi, c'est Teddy Santis de Aimé Léon d'Or. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve qu'il arrive à faire du streetwear de luxe, sobre. Et surtout, il arrive à l'implanter dans un quartier, donc le Queens, New York. Et il a une imagerie de marque, une imagerie photo qui est juste dingue. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Et toi, Ziad? Ouais, pour moi, y a Teddy Santis aussi, mais pareil, comme les deux autres, on vient pas de la mode, donc c'était pas... On n'était pas super fan d'un grand designer qui nous a énormément inspiré, mais ouais, donc Teddy Santis, et sinon dans un autre registre un peu plus justement haute couture mode, il y a Christophe Lemaire que j'aime beaucoup, mais sinon. C'est quand même mieux pour nous, parce que je pense que du coup, on se laisse pas trop influencer par... Enfin, si on est forcément influencé par quelque chose, mais contrairement à des personnes qui sortent d'écoles de mode, qui ont tout de suite en fait l'habitude. Souvent, en fait, ils nous parlent comme des garçons, etc. Et ils ont ces références, et lorsqu'ils créent, ils ont du mal à sortir de ça, alors que nous, finalement, en fait, comme on sort un peu des codes et on arrive et puis voilà, on prend un peu partout et on crée comme ça, et je pense que c'est quand même mieux pour nous, on n'est pas bridé. Ouais, on est moins formaté, quoi. Ouais, mais aussi, moi, je vois avec Tiller, c'est que en fait, on n'arrivait pas à faire des collections complètes. On faisait des produits comme ça. Et du coup, c'est en ayant une approche un peu plus mode et en parlant plus avec des gens qu'on se rend compte que voilà, il y a des lacunes là ou là, et qu'une collection, ça, c'est pas juste des produits qu'on kiffe, c'est aussi c'est construire quelque chose de cohérent. Et c'est vrai qu'après, en regardant ce que font les designers, on se rend compte que, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a une histoire qui est racontée et on comprend le vêtement. Donc oui, je pense que c'était aussi un avantage de ne pas avoir cette base mode, mais après, on ne peut pas s'en passer non plus. En tout cas, c'est votre quotidien aujourd'hui. Le marché de la mode homme pourrait bien surpasser celui de la mode féminine d'ici 2020. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui cette montée en puissance, Michael ? Pour moi, il y a deux raisons. Déjà, la première raison, c'est que la génération Y, donc surtout les hommes, consomment complètement différemment de la génération précédente. Et donc on le voit, c'est un constat qui a été fait il y a plusieurs années déjà, je sais pas, depuis 2010 ou un truc comme ça, que les jeunes hommes se mettent à dépenser beaucoup plus dans les vêtements et à acheter moins. Ils cherchent vraiment de la qualité et des trucs durables, donc ils veulent des vêtements qui vont leur durer plusieurs années. Et ils ont arrêté un peu la fast fashion, donc la plupart des gens, les hommes diront que voilà, ils préfèrent mettre 300 € dans quelque chose qui va tenir le coup qu'aller en mettre 40 dans quelque chose où ils vont devoir aller racheter dans 2 mois. Et en plus de ça, je pense que la mode, elle devient de plus en plus androgyne. Et donc il y a plein de femmes qui se mettent à acheter des produits pour hommes aussi. Nous, on fait principalement du menswear, mais on a quand même 30% de femmes qui achètent nos produits. Et voilà, c'est non négligeable. Après ça, on ne pourra jamais vérifier si elles voulaient acheter pour leurs copains ou pour elles, mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de femmes qui achètent. Depuis quelques temps, on voit que le streetwear a, on peut le dire, explosé et influence les grandes maisons comme Balenciaga, Gucci ou Louis Vuitton, dont l'exemple le plus flagrant, c'est la collaboration avec Supreme. Comment on peut définir aujourd'hui le streetwear à l'heure où de nombreuses grandes maisons de luxe essayent de se l'approprier ? Ziad ? C'est difficile de définir le streetwear maintenant parce que je vois ça un peu comme le hip-hop qui a commencé comme un mouvement un peu à part et qui est devenu maintenant... c'est la nouvelle pop culture. Donc c'est ce qui représente la majorité des gens. Après, pour ce qui est des marques de luxe qui viennent s'en inspirer... depuis toujours, la mode du luxe a été un peu un espèce de safari de l'exotique, quoi, où ils allaient chercher ce qui était à la limite de l'exotique et de ce qui et de ce qui est risible. Et
Et du coup, maintenant que l'Afrique, par exemple, ou l'Asie, ce sont les plus gros marchés quoi, du luxe, on peut plus se permettre de faire un soi-disant costume africain ou de prendre une photo d'une femme dans le désert alors qu'elle est complètement blanche. Du coup, ils sont allés faire leur safari autre part et ils sont allés le trouver en banlieue, quoi, dans les hommes de banlieue des années 90. C'est Alice Pfeiffer qui avait fait cette analyse que je trouvais très... Antidote Magazine. Ouais, c'est ça, que j'avais trouvé très pertinente. Et du coup, tu te retrouves, mais donc ça peut être autant des grandes marques de luxe comme jusqu'à Nike qui vont faire leur pop-up en banlieue en mode vas-y, vis ton expérience de passer au four, qui est risible, quoi. Et donc voilà, maintenant, moi je regarde l'accaparation un peu du streetwear par le luxe d'un œil, d'un regard biaisé, quoi. Je le regarde de loin et je sais pas si c'est quelque chose de... Enfin, c'est positif d'un autre côté parce que ça permet à des marques de s'élever, de faire des collaborations comme voilà, Suprême, Vuitton, etc. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que c'est notre culture et que c'est à nous de l'exploiter et pas de la vendre, quoi. Je pense que c'est générationnel aussi, et puis ils sont un peu opportunistes, et en fait ils essayent de parler aux gens de notre âge, et puis ils sont obligés de passer par le streetwear pour nous parler et pour nous draguer, en fait, et puis ça, on voit bien que ça fonctionne, hein, parce que pour parler de Louis Vuitton Suprême, c'est la folie, quoi. Et du coup, je pense que voilà, c'est vraiment générationnel, et puis que dans 10 ans ou dans 20 ans, ça sera autre chose qui sera happé par le luxe. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Comme tu disais, le hip-hop aujourd'hui, c'est la nouvelle pop. Et les artistes de hip-hop, ils font la promotion du streetwear. Et c'est ce qui est mainstream aujourd'hui. Donc les marques de luxe, elles vont piocher là-dedans aussi. Ça me paraît assez normal. Il y avait un côté très rebelle dans les hip-hop il y a 10-15 ans. Maintenant, c'est la musique mainstream, c'est ce que les jeunes écoutent le plus, c'est la musique la plus écoutée au monde. Donc forcément, on arrive sur des canaux plus commerciaux et puis là, le grand public s'en accapare, dont le luxe. Que ce soit dans le streetwear, du coup, ou dans le menswear en général, les accessoires ont plutôt une place importante. Youssouf, toi qui proposes des chapeaux et des sacs, est-ce que c'est quelque chose de secondaire ou est-ce que finalement c'est ce qui se vend le mieux ? Alors, c'est secondaire au départ, après ça se vend très bien, mais c'est pas du tout c'est pas notre métier. Nous, au départ, on fait vraiment des vêtements. Après, les accessoires, comme les sacs ou les chapeaux, c'est ce qu'on essaie de faire en collaboration. Parce qu'étant donné qu'on est une petite marque, on se sert beaucoup des collaborations pour la visibilité et aussi pour aller toucher un public qu'on ne peut pas toucher seul. Par exemple, on a fait une collaboration avec Béton Ciré qui a très bien marché, mais ça a permis d'ouvrir la marque et puis d'avoir une résonance beaucoup plus grande. Lorsqu'on est un savoir-faire aussi, peut-être que tu n'avais pas. Que j'ai pas aussi, c'est ça, c'est qu'en fait, nous, on sait faire du vêtement, mais on sait pas faire des chapeaux. Plutôt que de se prendre la tête à faire du chapeau, à dessiner, faire des prototypes, autant aller chercher une marque qui nous ressemble, qui fait du chapeau, et de le faire ensemble. Voilà, ça c'est ce qu'on a essayé de faire avec Béton Ciré, puis de raconter une histoire qui ait du sens aussi. Et avec les sacs, on a fait la même chose, mais on est allé au Kenya cette fois. Les sacs ont été produits au Kenya avec une usine qui s'appelle Sandstorm, où on a travaillé avec 80 artisans sur place. Et voilà, ça aussi c'est par rapport à l'histoire qu'on essaie de raconter avec notre projet associatif, et c'est important. Mais au départ, non, on fait du vêtement, même si on est une marque lifestyle. Aussi, ça a du sens aussi pour nous de faire d'autres produits pour montrer tout l'étendue de l'univers, enfin tout ce qu'on est capable de faire. Parce que pour une marque, il faut avoir un univers il faut avoir un univers et une histoire pour pouvoir durer dans le temps. Juste faire des produits qui soient tendance, ou c'est pas suffisant aujourd'hui. Il faut raconter une histoire. C'est ce que les gens recherchent et c'est ce qu'on essaie de faire. Et quand ça a du sens et que c'est authentique, ça marche. Il y a un truc que vous faites bien tous les quatre, que vous avez en commun, c'est que vous produisez tous vos produits en France. Jeff, à ton avis, est-ce qu'il faut produire en France aujourd'hui pour réussir ? Je ne produis pas tout en France. pour des raisons de coût, il y a des produits que je peux... Enfin, par exemple, une casquette, si je voudrais qu'elle soit made in France, ça n'entrerait pas dans ma cible de prix. Je serais obligé de la vendre aux alentours de 80 €, alors que maintenant, je la vends 40 €. Mais oui, les t-shirts, nos produits de base, qui étaient le t-shirt, parce qu'avant, on vendait que du t-shirt, on les fait tous dans le sentier. Alors, je trouve que c'est une bonne démarche.
Après, c'est de plus en plus compliqué et puis on est heurté à pas mal de problématiques. Il y a de moins en moins de savoir-faire en France. Enfin, nous, on coupe encore nos t-shirts dans le sentier, mais je sais que notre coupeur, c'est un des derniers à connaître ce métier. Donc, on a embauché un mec qui va être formé par Scooper et pour apprendre un métier qui est un peu perdu. Il y a un bon exemple, par exemple, le jean japonais. Enfin, tout le monde connaît les toiles japonaises, mais c'est parce qu'à un moment, les États-Unis ont revendu toutes leurs machines à coudre. Je crois que c'est des doubles coutures pour le jean, si je dis pas de conneries. Et du coup, les États-Unis ont perdu ce savoir-faire. Et c'est revenu, c'est le Japon maintenant qui cartonne là-dessus. Donc voilà, je trouve que c'est important de ne pas perdre nos métiers, mais c'est pas que valable dans la mode. Je pense que c'est la globalisation la mondialisation qui fait ça. Youssouf, toi, tu as été invité au dîner des créateurs il y a quelques temps à l'Élysée. Comment tu sens que la jeune création est soutenue aujourd'hui en France ? Alors, nous, déjà, c'est super intéressant, c'est qu'il y a la Fédération française du prêt-à-porter qui nous accompagne dans le cadre d'un programme qui s'appelle Talent, où ils ont repéré des marques à fort potentiel pour les accompagner, pour se structurer et les aider à se développer. Et là, moi, je trouve que c'est quand même quelque chose où on a énormément de chance. On est à Paris. Enfin, c'est Paris qui est quand même considéré comme la capitale de la mode. Et aujourd'hui, on a un renouvellement de génération et aussi des nouvelles marques qui arrivent, et avec les réseaux sociaux on a la possibilité d'avoir en tout cas un message qui a un impact beaucoup plus fort qu'auparavant, et c'est important que des structures, en tout cas des organismes comme la Fédération française du prêt-à-porter ou d'autres organismes s'intéressent à ces jeunes marques pour les aider à se structurer et avancer. Et ça, nous en tout cas, on a eu la chance d'en bénéficier. Je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les marques, parce qu'il y a beaucoup de marques qui se lancent chaque année, mais nous en tout cas on a été soutenus, on a croisé des personnes bienveillantes et on a eu de la chance. Et aujourd'hui, voilà, je sais que si on est arrivé à ce stade aujourd'hui, c'est grâce à tout ça. Et après le dîner des créateurs, comme c'était assez incroyable, on parlait de design, on parlait designer. Et pour raconter un peu l'histoire, j'arrive un peu, sans savoir qui était invité au dîner, et je pose mon manteau. Ensuite, je vais faire une photo devant, à l'avant, pour montrer à mes parents. Et je vois Virgil Abloh qui arrive. Et là, je me dis, c'est quand même bizarre ce truc. Et là, en entrant, ensuite, j'arrive et il y a Jean-Paul Gaultier en face. On a Rick Owens, il y avait Isabelle Marant, Vivienne Westwood, Anna Wintour également. Donc comme tout le monde était présent, il y avait beaucoup de jeunes également, et on le voit. Et ça, après, je pense que c'est une volonté du président aussi de mettre en avant la France, et aussi je pense que voilà, on a envie de remontrer voilà qu'est-ce qui fait la force de ce pays, et puis Paris étant une capitale de la mode, on voyait de plus en plus de fashion week qui se développent un peu partout, des jeunes marques qui se développent un peu partout dans le monde, et c'est bien de remettre les choses, de rendre les choses à cette capitale, et puis voilà. C'est vrai qu'on a une belle génération de créateurs en France. J'aimerais maintenant en savoir un petit peu plus sur votre expérience en tant qu'entrepreneur et fondateur, comprendre la démarche à suivre quand on veut lancer sa propre marque. Ziad, quelle est la première question à se poser lorsqu'on a une idée en tête et qu'on hésite à se lancer ? Quelle est la première barrière à laquelle on est confronté ? Alors la première question à se poser, je pense, c'est est-ce que tu es dans la bonne situation pour entreprendre, justement ? C'est-à-dire qu'en général, ça va prendre, surtout dans les métiers de la mode, ça va prendre beaucoup de temps avant que tu arrives à rentabiliser, enfin pas à rentabiliser, mais au moins à vivre de ce que tu es en train de faire avant d'avoir une certaine notoriété. Donc faut se laisser de la marge. Donc je pense que la meilleure situation dans laquelle être pour se lancer, c'est quand tu as un autre taf, de préférence dans la branche dans laquelle tu souhaites te lancer, et voilà, et puis tu le lâcheras le moment où la charge de travail sera trop importante, et si t'as 1 an ou 2 de mou derrière, c'est cool. Enfin ça, ou alors ouais voilà, ça, ou t'as un papa riche, et dans ce cas-là ça va t'aider. Mais voilà. Et la deuxième question, c'était... Quelle est la première barrière à laquelle on est confronté ? Je sais pas, il y en a tout un tas des barrières. Il y a les shops qui te répondent pas et qui te prêtent pas au sérieux. Mais ça, tu peux rien y faire. Je pense que une erreur qu'on fait souvent, ou
en tout cas que j'ai vu plusieurs personnes faire, que nous avons fait, c'est que quand tu te lances, tu crois en ton projet, tu y crois peut-être un peu trop. Du coup, tu vas faire une première prod. C'est important d'y croire. C'est important d'y croire sur la longue, mais au début, il ne faut pas trop y croire parce que tu risques de faire une trop grosse première production. D'investir beaucoup trop d'argent dans ton histoire, de te retrouver avec un stock invendable, et qui dit stock non vendu dit liquidité bloquée, dit tu vas pas tenir longtemps. Est-ce que le fait d'avoir été plusieurs au lancement de North Hills, ça a changé quelque chose? Est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez avec plus de monde, avec moins de monde, tout seul? Non, pour moi c'est génial qu'on soit 3. Je pense que c'était vraiment le bon chiffre, parce que déjà on peut trancher, voilà, c'est facile à trancher. Être tout seul, ça me paraît compliqué. Être 2, il faut qu'il y ait une bonne entente, mais enfin voilà. Vous êtes 2, tous les 2, c'est ça? Donc bon, je sais pas exactement, mais pour nous 3, c'était vraiment parfait, parce que voilà. C'est simple de trancher la direction. Si c'est 2 contre 1, c'est 2 contre 1, et voilà. Je pense aussi, ce qui est important au début, c'est d'être... là, tu parlais d'associés, mais d'être bien entouré. Enfin, Tiller, on était 2 à la base, mais en fait, on n'était pas 2, on était une dizaine. Et je pense que le premier truc qui est important, c'est d'avoir un avis extérieur sur ce que tu fais, parce que justement, pas foncer tête baissée sur une grosse prod. Et si t'es bien entouré et que tes amis, c'est pas trop des connards, et ils vont te dire quand c'est mauvais ou quand ça plaît ou non. Et puis nous, c'est ce qui a fait la force de Tiller, c'est vraiment que ça a été porté. Enfin, au tout début, j'étais dans une coloc avec 8 personnes. Donc tout seul, quand t'as 8 soldats en fait avec toi, enfin c'est différent que quand t'es tout seul, quoi. Je pense que vraiment tout seul, c'est infaisable. Il y a tellement, avoir une marque, c'est avoir énormément de corps de métier, que ça soit dans la communication, dans la photo, dans la production, même quand tu as un shop, d'avoir des vendeurs. Enfin, voilà, nous on s'est retrouvés dans des problématiques où voilà, la nuit je devais imprimer des t-shirts, le journée on devait vendre, et on dort quand, voilà, heureusement qu'il y a du monde, parce que voilà. Après c'est quand même, toi c'était ta deuxième expérience de marque. Je pense que maintenant, si on relançait tous une marque, on ferait un peu les choses différemment, parce que voilà. Parce que voilà, au début, tu fonces, mais en fait... Qu'est-ce que tu changerais exactement? La manière de communiquer, la manière... Enfin, déjà, je ferai des protos, et puis j'irai voir mes shops, et je leur demanderai s'ils veulent prendre de la précommande, tu vois. Avant de produire. Avant de produire, parce que quand tu lances ta marque, tu as une bonne idée, tu as vraiment envie que ton produit soit là, tu y crois vraiment, peut-être des fois trop, comme tu disais. Et puis il y a des étapes à pas brûler, quoi. Faut avoir un réseau de distribution si tu veux, ou si t'en as pas, faut produire moins. Enfin, il y a plein de questions à se poser, et puis voilà. Mais l'expérience fait que tu fais les choses différemment, obligé. Mais je pense que le nombre, si tu t'entends bien avec tes associés, enfin, y a pas de problème. Nous on est 2, et je pense que si on aurait été 3, ça aurait pas été pareil du tout. C'est vraiment mon associé qui est pas là, il s'appelle Alex, on n'est jamais d'accord, mais vraiment jamais. Genre s'il y a 2 protos à dire à droite ou à gauche, moi je vais dire à droite, lui va dire à gauche. Comment vous choisissez finalement? On fait des compromis, et c'est ce qui fait que je pense que ça plaît à un panel plus large, parce que voilà, quand tu es tout seul dans ton idée, et je pense que c'est aussi la force des bons designers, un mec, enfin ils doivent être entourés aussi, mais un mec comme Virgil Abloh, voilà, quand il prend des décisions, tu as l'impression qu'il est tout seul et tout ça, mais c'est les décisions d'une équipe, et puis voilà, bon, c'est important d'échanger, je pense. Tu parlais de communication, et même tout à l'heure tu parlais des artistes hip-hop et des collaborations. Il y a de plus en plus de marques qui collaborent avec des artistes musicaux, notamment hip-hop. Ouais. C'est ton cas? Ouais, c'est un nouveau truc qui est arrivé, c'est le placement produit. Enfin, c'est un peu nouveau, mais pas vraiment. Mais voilà. Mais après, je pense que les consommateurs, ils sont plus dupes. Ils savent ce que c'est qu'un placement produit. Ils savent quand un mec qui poste sur Instagram, ça c'est trop bien. Ils savent qu'il a été payé et tout ça. Donc c'est un peu biaisé maintenant. Mais c'est toujours bien d'avoir des artistes qui tu sens l'ADN de ta marque. Je pense que la mode et la musique sont beaucoup rattachés, quoi. Tu penses que les artistes sont les meilleurs influenceurs quand il s'agit de mode, ou que ça s'essouffle complètement? Je pense qu'un artiste c'est mieux qu'un youtubeur déjà,
Mais après, je pense que les meilleurs ambassadeurs de notre marque, c'est quand même nous-mêmes. Enfin, parce que c'est nous qui pensons notre marque et qui avons le vrai message derrière ça. J'ai déjà habillé des mecs qui savaient pas forcément l'identité. J'ai déjà habillé des mecs qui fumaient pas. Alors que c'est un peu une marque de smoker, Tiller, et puis quand ils se sont rendus compte que c'était une marque... Enfin, tu vois, ça collait pas. Donc voilà, c'est ce genre de conneries que je referais pas, quoi. Ok. Plus généralement, quand on collabore avec un influenceur, comment est-ce qu'on choisit une figure masculine ? Quelles histoires on cherche à raconter ? Surtout quand on est une marque de mode homme, Michael ? Ben pour moi, ta marque, elle raconte déjà une histoire. Toi, tu vas choisir quelqu'un qui adhère à ton histoire. Là, je suis 100% d'accord avec Jeff. Surtout, nous, les influenceurs, on n'est pas 100% dedans, quoi. On préfère largement avoir des artistes ou des choses comme ça. Et voilà, il faut simplement que ce soit une personne qui corresponde et qui comprenne ta marque. Ta marque, elle racontera son histoire par elle-même. Et si lui, il adhère à ton message et si c'est cohérent, bah, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'artistes justement qui ont adhéré à votre concept. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Est-ce que ça a eu un impact direct sur votre marque ? Alors l'impact, c'est vraiment sur ta communauté en fait. C'est les gens qui sont de plus en plus heureux de voir que d'autres personnes adhèrent, etc. Mais voilà, comme Jeff disait aussi, je pense que les gens ils sont plus dupes. Nous aussi, on s'attend pas à placer un vêtement sur telle personne et demain voir qu'il y a eu 2000 commandes. C'est plus comme ça que ça se passe. On peut faire connaître un peu plus notre marque grâce à des artistes, etc. Mais on ne s'attend pas à ce que ce soit notre principal vecteur de vente. Il faut vraiment simplement se faire plaisir. Il y a eu la plupart des artistes qu'on a habillés, c'est des artistes qu'on apprécie déjà, on a une bonne relation et c'est quelque chose qui se fait naturellement. Voilà, c'est ça. Quelque part, pour nous, c'était des rêves d'enfants aussi d'habiller certains rappeurs. Et si tu nous avais dit ça il y a 10 ans, bah, on se serait bien marré, quoi. Donc on était content de le faire, mais on s'attendait pas à une retombée économique, quoi. On fonctionne pas vraiment comme ça. Après, je pense qu'il y a des... moi, j'ai un exemple. Il y a des exemples qui confirment la règle. Il y a Rihanna qui a posté une coque de téléphone à nous. Genre, c'était la folie. Mon téléphone, il n'arrêtait pas de sonner. La coque a été sold out en 1 heure. C'était vraiment la folie. Mais voilà, ça touche. C'est vraiment des personnes en particulier. Il y a des têtes de gondole, quoi. Comment ta marque a voyagé jusqu'à Rihanna ? Par Twitter. J'ai harcelé sa styliste. Donc c'était ton initiative. Ouais. Et puis c'est après mon 5e colis envoyé, elle a posté juste une coque alors qu'on lui avait envoyé des collections tout entières. Donc voilà. Et un autre exemple, ma copine qui avait la marque Panthéon, Rihanna a eu un bonnet pour un clip. Et elle a vendu 0 bonnet, donc tu vois, je pense que c'est aussi, faut que le truc il corresponde avec les gens qui sont en face, quoi. Des fois ça match et puis là t'as le gros coup et puis tu peux vendre beaucoup. Récemment, en plus, c'était Kelly Rowland qui portait un haut au Château Rouge, et pareil, le téléphone qui vibre partout, les gens. Même si financièrement ça rapporte peut-être pas énormément, mais en termes de notoriété aussi, mais pour poser la marque aussi, parce que il y a certains aussi qui fonctionnent comme ça, c'est en voyant une célébrité portée, où du coup voilà, on voit que ça donne de la crédibilité aussi à une jeune marque, et ça c'est quelque chose qui est pas négligeable pour nous, donc c'est toujours bien. Ouais, ça assoit la marque vraiment, ouais. Enfin, on voit bien tous les jeunes, ils regardent les rappeurs, ils regardent les chiffres de vente de la première semaine, c'est ça qui compte. Et je pense que c'est un peu pareil. Il y a des gens qui se reconnaissent dans la marque quand elle est portée par d'autres gens, et puis voilà, ils se sentent concernés à ce moment-là, quoi. Il y a un bon canal de com aussi qui est le magasin physique. Youssouf, toi, tu as ouvert ta boutique rue Mira. Quelle est la force de ta boutique ? Alors, on a ouvert un peu. Alors, nous, tout s'est fait un peu au hasard, je crois, depuis le début. On avait commencé en ligne au départ. Et puis, c'est vrai que du coup, par rapport à ce qui avait été dit sur les conseils pour les personnes qui se lancent, moi, je bossais dans le web avant ça, enfin, en informatique à la banque. Et il y a une chose qu'on faisait tout le temps lorsqu'on était dans le web, c'est qu'avant de lancer un site internet, on faisait une version bêta. Et c'est en fonction des retours de nos clients qu'on ajustait l'outil jusqu'à ce qu'on obtienne un produit parfait. Et je pense que c'est une stratégie qu'on peut adopter aussi dans la mode. Et c'est un peu ce que j'ai fait moi.
savais pas vraiment si j'allais lancer ma marque, mais j'ai fait des prototypes, j'ai fait des photos et j'ai publié sur Instagram et je voyais les réactions. Et en fonction de ça, ça m'a rassuré et je me suis dit ok, je pense qu'il y a un intérêt, il y a quelque chose qui se passe, donc je dois lancer cette marque. Et c'est comme ça dont j'ai lancé un site internet, j'ai vendu en ligne et ça a très vite pris et marché et c'est comme ça que j'ai continué. Ça peut aider aussi. Donc je pense que parfois aussi, lorsqu'on est sûr de soi, en fait, on a une idée, il faut peut-être pas se poser trop de questions, tester, lancer et puis en fonction des retours ajuster et puis avancer comme ça. Je pense que c'est mieux de faire comme ça parce que on va avoir, enfin, lorsqu'on demande les avis d'autres personnes, en fait on a du bon, du mauvais, mais personne n'est dans notre tête, donc personne n'imagine et voit ce qu'on veut faire au final, donc c'est pour ça qu'il faut s'écouter et avancer. Ça c'est quelque chose qui est quand même important. Pourquoi j'ai parlé de ça alors qu'on parlait de la le boutique, magasin physique? Non, pour la boutique, pareil. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, pareil, en fait, du coup, j'ai quitté mon boulot parce que j'avais eu un Merci qui avait passé commande pour qu'on soit commercialisé chez Merci. Ensuite, Le Bon Marché. Et je me suis dit, bon, c'est quand même 2 belles enseignes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, donc je dois m'y consacrer à 100% pour exploiter tout le potentiel. Et c'est comme ça que donc, j'ai quitté mon boulot. Et en fait, j'ai eu l'opportunité d'avoir une boutique rue Mira, parce que c'était important pour moi de m'installer dans le 18e arrondissement, rue Mira, à Château-Rouge, sachant que la marque s'appelle Maison Château-Rouge. Et c'est dans une volonté aussi de montrer une image différente du quartier, de faire venir les gens dans le quartier. Et voilà, on a fait une déco qui est assez cool, très colorée, très graphique. Et on est très content parce qu'il y a, voilà, on bénéficie pas d'une clientèle qui est de passage, mais c'est un point de destination. Les touristes, souvent new-yorkais, prennent un Uber, s'arrêtent devant la boutique, descendent. Il y a quelques mois, je crois que c'est peut-être il y a 1 an, on a un Vespa qui se gare devant la boutique, où il y a Louis Garrel et Laetitia Casta qui descendent et qui viennent à la boutique pour acheter un haut Château Rouge et une chemise. Voilà, on a des histoires un peu comme ça qui sont assez cool. Et puis personne n'aurait imaginé, il y a 10 ans, rue Mira, que ça devienne une rue comme ça. Rue Mira, c'était pas gagné, quoi. Clairement pas. Justement, l'identité de ta marque, elle est fondée sur ce quartier. Totalement. Comment est-ce que tu envisages le développement d'autres boutiques à l'avenir? Dans quel quartier et comment tu ferais ça, c'est une bonne question et on nous pose tout le temps cette question. Même par exemple, lorsqu'on a fait la collaboration avec Monoprix, tous les clients qui revenaient à la boutique, souvent ceux qui ne sont pas venus il y a 1 an, nous disent tout le temps « Ah, je pensais que vous aviez déménagé dans le Marais ». Enfin, c'est tout le temps la question qu'on nous pose, comme si les gens avaient peur en fait qu'on parte du 18e ou de rue Mira pour aller dans le Marais, alors que non, la boutique est là. Après, certes, s'il y a un développement, on peut aller dans d'autres quartiers, mais pour le moment, on est encore rue Mira. Cette boutique restera, c'est la première boutique. Mais après, voilà, si on se développe, il faudra aller autre part, parce que voilà, ça reste quand même c'est aussi du business. Et pour qu'on puisse avoir un impact par rapport à notre projet, il faut se développer. Et donc, forcément, il faut aller aussi dans d'autres quartiers. Quels sont tes quartiers préférés? Je n'ai pas de quartier préféré. Très bien, ça restera secret. Non, je sais pas encore, pourquoi pas peut-être aller à l'international, mais là déjà on est revendu dans de nombreuses boutiques à l'étranger, je crois qu'il y a une 20aine de points de vente. En Corée du Sud par exemple, on vend énormément, au Japon également. Là aux États-Unis, on a commencé avec Shopbop, donc c'est en ligne, mais ça se passe très très bien. Et donc voilà, après c'est des pistes à explorer, et peut-être pourquoi pas garder juste la boutique rue Mira et ensuite aller à l'étranger. Jeff, toi aussi, tu as une boutique en physique qui a une histoire assez particulière puisque tu as commencé au sous-sol et tu habitais dedans. Ouais, j'habitais dedans. Et en fait, je pense que toi aussi, c'est ton atelier aussi. Voilà, nous, on avait besoin d'un endroit pour produire les t-shirts. Donc, on avait un sous-sol et on a envoyé les t-shirts de là et puis les gens commençaient à comprendre et on avait des clients qui venaient qui n'était pas une boutique parce que c'était ma chambre avec des machines à imprimer et puis on nous a proposé de récupérer les 2 étages du dessus, mais c'était beaucoup trop cher pour nous. Et puis on l'a quand même fait, on s'est dit vas-y on le fait, on verra, on n'aura plus rien sur le compte mais on verra. Et puis le jour où on a ouvert, on a mis l'enseigne, je crois. Il est resté 100 € sur le compte, un truc comme ça. Et le jour où on a ouvert, voilà, il y a la queue devant et tout. Donc vraiment, ça nous a... la boutique, ça nous a beaucoup servi. Et puis maintenant, c'est un peu une MJC. Il y a une rampe de skate au sous-sol. Il y a des gens qui viennent skater alors qu'ils viennent même pas acheter des t-shirts. Enfin, voilà, je trouve que la boutique, ça nous a beaucoup apporté parce que c'est un point de ralliement. Vous, je sais maintenant que le jeudi, vous faites un peu ça aussi dans votre atelier. Voilà, c'est un peu, on fait l'apéro et puis ça permet de rencontrer plein de gens et puis voilà, c'est beaucoup moins personnel qu'Instagram ou qu'un site internet. Justement, ta boutique, c'est un peu un repère d'une bande de potes. Il y a beaucoup de passages.
Il y a beaucoup de gens qui travaillent pas là-bas qui sont là, je précise. Comment on fait vivre une super expérience en magasin à un client ? Bah, franchement, en faisant pas de concessions, dans le sens où voilà, on fait ce qui nous plaît. Et puis on n'est pas tiré à quatre épingles, vraiment. Voilà, le son qu'il y a dans la boutique, c'est le son qu'on écoute. Des fois, c'est trop fort, les clients s'entendent pas, mais c'est parce que nous, on est en train de turn up devant et de crier. Et je pense que c'est ça aussi l'expérience client. Et je pense que à l'époque où on avait que le sous-sol, j'étais sûr, déjà quand ils arrivaient dans le sous-sol, c'était vraiment intimiste, donc les gens ils étaient obligés d'acheter. Enfin, il y a personne qui ressortait sans rien acheter parce qu'ils se sentaient un peu obligés, quoi. Ils arrivaient chez moi, et, tu veux quoi ? Donc ça nous a beaucoup servi et voilà. Et je pense que tous ces gens-là qui sont arrivés dans cet endroit bizarre, quand ils sont ressortis, ils en ont parlé autour d'eux. Ils ont dit ouais, attends, je suis allé acheter des t-shirts, le mec il était en train de dormir. Enfin, c'était vraiment une expérience client, quoi. Et bon, maintenant c'est un peu moins ghetto, quoi. Tu vis toujours dans la boutique ? Non, je vis plus dans la boutique, heureusement. Mais bon, voilà, on a mis une rampe de skate parce que voilà, on voulait pas être une boutique comme toutes les autres, quoi. Et le fait d'avoir son atelier aussi dans la boutique, ça amène une autre dimension. Les gens ils comprennent ce qu'on fait. Je parlais parce que nous, notre clientèle est un peu plus jeune que la vôtre, je pense. Nous, souvent, on a des jeunes qui viennent avec leurs parents, qui comprennent pas forcément l'esprit de Tiller, mais quand ils arrivent dans la boutique et qu'ils voient cette bande de jeunes qui sont derrière des machines, qui transpirent et qui préparent des commandes internet, tout ça, ça amène une autre image de ce qu'on fait. Et puis les parents, ils sont souvent super contents et puis ils reviennent sans leurs enfants pour acheter des cadeaux. Enfin, voilà, on amène une autre. La boutique, je pense que c'est important pour amener une autre image et bien faire comprendre le message que tu as passé. North Hill, Ziad et Michael, justement, vous n'avez pas de boutique physique. Vous avez loué un de nos showrooms pendant la Fashion Week Homme pour vendre votre prochaine collection à vos acheteurs pro. C'est quoi votre stratégie retail ? Est-ce que ouvrir une boutique fait partie des plans ? Alors la réponse courte, oui. On est en train de chercher là, mais pareil, dans un souci d'image en accord avec North Hill, quoi, et de rester dans le local, on cherche dans le 18e. Donc effectivement, c'est un peu difficile de trouver une rue à bon achalandage dans le 18e. Et après, pour ce qui est de la stratégie retail, nous, c'est notre principale stratégie de développement. On passe donc par les showrooms en Fashion Week à Paris. Donc on a loué chez Happy Here et on essaye de ramener un maximum d'acheteurs. Et sinon, on fait quelques salons. En Europe, notre première expérience avait été avec le Who's Next qui nous avait tendu la main. Et donc voilà, ça nous avait mis le pied à l'étrier. On avait pu voir comment ça se passait, comprendre qu'en fait les salons c'est pas vraiment c'est pas partir à la pêche. Il faut que tes rendez-vous ils soient prévus au moins un mois à l'avance parce que les acheteurs qui vont là-bas, ils y vont pas tellement pour regarder autour d'eux, mais ils ont déjà leur rendez-vous de prix, le budget il est booké 2 semaines à l'avance. Donc il y a beaucoup de travail en amont des salons. Faut avoir ta collection prête bien avant, tes lookbooks, tes line sheets, etc. Faire le démarchage, les harceler pour qu'ils te répondent. Et donc voilà, nous on travaille beaucoup là-dessus. Ça se passe bien pour nous. Après, faut pas désespérer si ça se passe mal à un premier salon parce que c'est une course sur la longue. Donc c'est des acheteurs que tu revois. C'est peut-être au 15e échange que tu vas avoir la commande. Et voilà. C'est une démarche qui coûte assez cher quand t'es pas invité, par exemple, par le Who's Next. Ouais. Je pense que pour une marque qui débute et de se lancer dans l'aventure des salons sans savoir où tu vas, c'est beaucoup d'argent. Enfin, je parle en connaissance de cause parce que on a fait beaucoup de salons, dont aux États-Unis. On a dépensé beaucoup d'argent pour vraiment pas beaucoup de retours. Et vraiment, ça se prépare. Et il faut être accompagné, je pense, au début parce que tu sais pas où tu vas et puis ça représente quand même beaucoup d'argent et puis beaucoup de préparation en amont et comme tu disais des collections à 1 an ou 6 mois à l'avance, quoi. Ouais. Concrètement, Tiller, on n'est pas capable de faire ça encore. On est vraiment au jour le jour. On sort une collection toutes les 2 semaines, donc on est Ça fait beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est un peu ça va un peu à contresens de ce que tu disais dans la surconsommation. Mais nous, on a un public qui demande de la nouveauté tout le temps. On a des petits qui s'habillent
exclusivement Tiller. Alors, ils veulent pas un autre habit sur eux que Tiller, donc on est obligé de donner beaucoup de nouveautés tout le temps. Voilà. C'est un problème agréable. Oui, mais quand on arrive dans une cible un peu plus âgée, je vous vois mal entièrement habillé. Là, je suis entièrement habillé entière. Alors, je dis ça. Représente. Mais voilà. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir, mais ça demande énormément d'organisation. On a parlé de votre histoire, on a parlé de votre présent. Est-ce qu'on peut parler de votre futur et de vos projets d'avenir pour vos marques respectives? Je vais donner la parole à Youssouf d'abord. Alors, nos projets d'avenir, c'est une bonne question. Pareil, nous, on vit au jour le jour. Où, en fait, quand on est dans l'opérationnel, c'est difficile de se projeter puis de faire des plans dans le futur. Même si le banquier nous demande tout le temps ça, qu'est-ce que vous allez faire dans 3 ans, etc. Mais c'est quand même difficile de sortir la tête de l'eau, de prendre du recul, un peu d'auteur et se dire ok, on est là aujourd'hui, puis réfléchir à notre strat. Aujourd'hui, je pense qu'on réfléchit à nos stratégies à 6 mois. Mais on n'est pas capable de faire beaucoup de projections. Après, juste là, on sait que nous, on a des collaborations qui sont déjà signées pour l'année prochaine, dont je ne peux pas encore parler. Mais voilà, on sait, parce qu'il y a ces collaborations, on sait qu'on va avoir encore des choses à faire, qu'on va occuper aussi le terrain, qu'on va parler de nous. Et en parallèle, nous, on a le projet associatif aussi qui prend du temps et qu'on développe actuellement, où là, on travaille sur un projet au Sénégal, à Bargny, où on doit réhabiliter un centre qui s'appelle la Maison des Femmes. C'est un centre d'insertion professionnelle pour des femmes, donc pour 70 femmes. Un projet sur lequel on travaille. On a un jus de bissap aussi qu'on développe au Sénégal, où on travaille avec des coopératives. Il y a 300 femmes qui travaillent sur l'accueil des fleurs d'hibiscus. Ensuite, c'est transformé en bouteille à Dakar par une PME de 12 employés. Et là, pareil, on essaie de développer la marque qui s'appelle Banabana et faire en sorte qu'elle soit aussi connue que Maison Château Rouge. Et en parallèle, on continue nos collaborations. On va chercher d'autres entreprises africaines avec qui on travaille. Parfois, c'est sur la communication, sur l'export, sur les démarches douanières ou autres. Et c'est intéressant. Et puis voilà, on avance. En tout cas, on se pose pas trop de questions. Et aussi, il faut recruter maintenant parce que ça commence à demander beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est une très bonne chose. Ouais, et puis ça aussi, recruter, je sais pas pour vous, mais c'est assez compliqué. Quand tu sors du réseau de potes, faire un entretien d'embauche, franchement, j'ai plus l'impression que le mec en face, souvent. Donc tout ça, ça se construit. Peut-être qu'il y a des candidats dans la salle qui souhaiteraient travailler chez Tiller. Michael et Ziad, vos projets à plus ou moyen terme? Nous, on planifie un peu plus à l'avance, c'est-à-dire qu'on essaie de faire les collections 1 an à l'avance, etc. Mais en plus de ça, on a une stratégie vraiment, on veut se baser sur la production. Comme on disait, la production en France, c'est un métier qui se perd et on essaie de vraiment maîtriser cet aspect-là. Petit à petit, on essaie d'internaliser le plus possible d'étapes de production et on accompagne d'autres entreprises dans la production. C'est quelque chose qu'on développe pas mal aussi et je pense que c'est quelque chose qu'on veut continuer de faire. Donc accompagner le plus de jeunes marques ou de musiciens aussi. Et en fait, d'ailleurs, la plupart des musiciens avec lesquels on collabore, on produit aussi des vêtements pour eux. Et voilà, c'est comme ça qu'on voit faire grandir la marque Northfield. Et pourquoi pas un jour juste avoir un bon réseau de production et pouvoir lancer plus de marques, faire plus de choses. Voilà. On veut faire vraiment de l'acquisition de machines, apprendre les travaux ouvriers, on va dire. Et moi, ce que j'adorerais, c'est vraiment avoir un atelier, quoi. Ouvrir un atelier complet et faire de la production. Parce que tu vois, comme tu disais avant, c'est une galère de trouver un coupeur à Paris maintenant. Donc petit à petit, nous, on est vraiment en train d'acheter les machines et vu qu'on commence déjà à faire, on fait déjà en fait du développement de produits pour d'autres marques, parce qu'on s'est emmerdé à apprendre toutes les étapes justement. Toutes ces petites marques qui se lancent et qui ne peuvent pas aller en usine parce que c'est des minimums de production de 200 pièces par modèle, ce qui est inatteignable pendant, je sais pas moi, ta première, deuxième année. Et du coup, c'est vraiment permettre aux gens de produire en petite quantité, localement, avec nous. En tout cas, on vous souhaite vraiment le meilleur. Vous avez tous les trois des marques très prometteuses et on espère vous retrouver prochainement.
il nous reste quelques... Dans un showroom à vous? Dans un showroom à nous, oui, je vous invite à aller sur happyrire.fr si vous êtes à la recherche d'un espace de courte durée. Il nous reste quelques questions. Si vous voulez poser des questions à Mickaël, Ziad, Youssouf ou Jeff, c'est le moment, on vous écoute. On va faire passer le micro. Bonjour, j'ai une question parce qu'en fait je suis conseillère en images et souvent j'ai des clients comme qui viennent de New York, des États-Unis et puis ils viennent en France et ils veulent trouver vraiment quelque chose unique qu'ils n'ont pas à New York parce qu'il y a plein de marques là-bas. Et puis donc ma question c'est est-ce que c'est, comme vous pensez dans votre stratégie, c'est mieux de développer à l'étranger, devenir très grand, ou est-ce que c'est bien de quand même garder ce côté unique en France? Voilà. En réponse rapide, parce on s'est posé la question, parce qu'on a des clients japonais, par exemple, qui nous disaient qu'on n'était pas assez français dans notre image. Je pense que c'est bien de se développer à l'international et de miser justement sur ton image, ton côté local, ton côté très parisien, tant que tu ne dénatures pas ton image et que tu te mets pas à mettre des baguettes de pain sur ton t-shirt ou des tours Eiffel, quoi. Est-ce qu'on a une autre question? Bonsoir. Alors en fait, ma question, c'est par rapport à la production. Tu disais justement qu'il fallait produire en petite quantité au début. Mais du coup, comme tu l'as dit si bien, les usines veulent 200 pièces minimum par modèle. Comment vous avez fait? Surtout pour un prix abordable, parce que comme on est débutant, on ne veut pas se lancer et perdre tout le peu qu'on a. Franchement, pour ma part, nous, on est parti dans le sentier et on a été partout. On frappait aux portes, aux ateliers, et puis on posait des questions. Et puis le sentier, franchement, je pense que vous avez squatté aussi là-bas. C'est un petit village. Tout le monde passe par le sentier. Tout le monde et puis vraiment, tu trouves des corps de métier que tu trouves pas ailleurs, qui est encore là-bas. C'est là où on a trouvé nos coupeurs. Et je pense que c'est encore un quartier de la mode, beaucoup moins, enfin du textile en tout cas, beaucoup moins qu'avant. Mais voilà, tu vas dans les petits ateliers et je pense qu'à Paris, il y a quand même pas mal de gens qui sont prêts à aider, comme vous, à votre atelier. Il faut aller chez eux. Voilà. Non, mais pour réussir à le faire à moindre coût, nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment prendre chacune des étapes différemment. Tu vois, donc du patronage à la numérisation, à la coupe, au montage, à la personnalisation. C'est quelque chose que, à partir du moment où tu as un certain volume de production, tu pourras faire dans une seule et même usine. Mais pour pouvoir faire ça dans une seule et même usine en France, ça va te coûter une blinde, c'est impossible à gérer au début. Donc on a pris chacune des étapes et on a pris une personne différente pour chacune des étapes. On a appris au fur et à mesure à faire chacune des étapes. Et donc il y a de moins en moins de choses qu'on fait à l'extérieur. Et puis une fois que tu connais mieux les différentes étapes, tu seras à même de mieux conseiller ou de mieux trouver les personnes pour. Mais c'est un processus long, tédieux. On a 15 erreurs par production, on dort pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on veut monter notre atelier. Quoi. D'accord. Alors, moi j'ai commencé par un monoproduit, donc c'était un top avec écrit Château Rouge et j'ai fait 100 pièces au départ pour débuter. Après, en face, j'ai eu un atelier qui a cru en moi et qui s'est dit ok, moi je veux t'aider, donc je te fais tes 100 pièces et ensuite on voit comment ça va évoluer. Après, forcément, ça coûte plus cher à produire, mais ce qu'il fallait faire en fait, c'est qu'il fallait réfléchir dès le départ au bon prix. Il fallait pas aussi que je fasse une marge qui soit beaucoup trop élevée et qu'ensuite je me retrouve avec un produit qui coûte trop cher et que je suis pas capable de vendre. Donc je me suis assis sur ma marge au début en me disant ok, je vais pas gagner d'argent ou pas beaucoup d'argent, mais ensuite comme je vais faire du volume, ça va me coûter moins cher et ensuite ça va s'équilibrer. Et c'est comme ça que j'ai fait au départ, parce que beaucoup font l'erreur en fait de multiplier, donc de faire de grosses marges pour gagner de l'argent. Mais en face, si en fait il n'y a aucune demande, il n'y a pas de public en fait qui a envie de payer ce prix-là pour le produit, ça marche pas. Et là, on peut pas se développer. Et ensuite, il se passe rien et la marque, elle. Et du coup, tu as du surstock. Comment ? Et du coup, tu as du surstock chez toi.
J'ai pas bien entendu. Je disais le surstock. Ah. Tu te retrouves avec ton stock chez toi. Et exactement, c'est ça, ouais. On va laisser une dernière question. Bonjour, Nelly, j'organise avec ma sœur des événements atypiques, on va dire, depuis 2014. C'est-à-dire que notre accroche, c'est le sens de la mode n'est pas standard. Donc on propose des vide dressing et ventes créateurs où le principe est de proposer un large choix de tailles et de pointures. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut bloquer une marque à développer vers de la grande taille, que ce soit pour les hommes ou les femmes. C'est une bonne question parce que justement, en fait, c'est ça, c'est qu'on a un tissu nous qui nous coûte cher, le wax, et en fait, pour faire les grandes tailles, forcément, ça demande beaucoup plus d'emplois et ça nous coûte beaucoup plus cher. Et en fait, les vêtements, on peut pas les vendre au même prix. Et c'est pour ça aussi, du coup, qu'on a, par rapport à nos commandes aussi de nos boutiques, qui nous demandent des tailles. Forcément, on doit produire par rapport à ces tailles. Et c'est super compliqué. Et puis, comme on est petit. Enfin, en fait, on doit aller vite et puis on le fait comme ça pour l'instant, mais en espérant que par la suite, on puisse mieux gérer et puis intégrer ça dans nos productions. Mais c'est une vraie question et on se pose tout le temps cette question et on essaie de trouver des solutions pour ça. Merci beaucoup à tous les quatre et merci à tous d'être venus. Merci à toute l'équipe Apérière pour l'organisation. Et la soirée n'est pas finie. Je vous invite à continuer autour d'une bouteille de cidre Maison Sassy dans l'espace juste à côté. Merci encore. Merci. Et bonne soirée à tous.